Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette énième édition de Littérat. Littérat, ce soir, excusez-moi, Littérat ce soir reçoit un éditeur qui est à la fois un écrivain. C'est un nom connu de tous que vous aurez l'occasion de découvrir pendant 52 minutes. 52 minutes pendant lesquelles vous pourrez découvrir votre auteur qui est devenu éditeur et qui par la suite est enseignant d'édition dans une école de communication au Cameroun, une école étatique, il faut le dire ainsi. Alors, Littérat reçoit un homme très connu du grand public, peut-être peu en image, mais de nom quand même très connu. Vous l'aurez pendant 52 minutes, il sera à vous. Je vais vous profiter pour vous dire que vous pouvez participer à cette émission. Vous pouvez participer par SMS uniquement à cette émission et vous pourrez parler à cet auteur qui aura mis au devant de la scène un certain nombre d'ouvrages parlant, en fait, d'ouvrages dénonçant un certain nombre de mots sociaux que vous pourrez découvrir, que nous allons parcourir durant 52 minutes. Merci de nous rester fidèles. Merci de rester fidèles aux émissions de Canal 7 Harmonie. Merci de rester fidèles à Littérat. Nous avons 52 minutes de balade. Bienvenue et restez scotchés. Merci. Voilà, je vous l'annonçais tout à l'heure en introduction, nous recevons ce soir un éditeur à la fois écrivain. Bon, nous allons essayer de départir, parce que vous savez, à la dernière édition, nous avons reçu un éditeur. Cette fois-ci, nous recevons quelqu'un qui a les deux casquettes, ça sera compliqué. Mais rassurez-vous, vous l'avez en face de vous, donc vous pouvez participer à cette émission et lui poser autant de questions que vous souhaitez. Lui, c'est Monsieur François Nkeme, éditeur responsable des éditions Proximité. Il a été éditeur de plusieurs ouvrages que nous aurons le temps de découvrir pendant ces 52 minutes. Monsieur François Nkeme, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aïssi. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Bienvenue au studio 1 de Canal 7 Harmonie. C'est un grand plaisir de découvrir cette installation et cette nouvelle maison, cette nouvelle télévision vraiment très dynamique. On est très à l'aise, très à l'aise. Ça va très bien. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Qui est François Nkeme? François Nkeme, c'est un Camerounais. Voilà, je vais vers la cinquantaine, comme vous constatez. Je suis plus très jeune. Voilà, je suis vieux aussi. Voilà, vous le constatez très bien. Maintenant, pour ceux qui sont au quotidien, pour ceux qui marchent au quotidien avec vous, nous savons que vous n'êtes plus très jeune, comme vous le dites. Tout à fait. Et donc, voilà, et donc je suis éditeur de formation, c'est mon métier. Mais par ma formation, j'ai été amené à côtoyer un peu tout ce qui est écriture. Et donc, bon, certains ont jugé que j'avais du talent. Voilà, et donc je me suis mis à écrire aussi. Et voilà. Bon, en parlant de juger que vous avez le talent, il faut dire que vous avez quand même beaucoup d'ouvrages sur
marché. Tout à fait. Ça a commencé par une Innocence perdue dans les années 2000. Après, il y a eu celui qui est très connu, qui est le cimetière des Bacheliers. Voilà, le cimetière des Bacheliers qui a été très connu. Après, il y a eu Bayam Salam, qui m'a valu quand même une certaine reconnaissance internationale comme plume émergente de l'espace francophone. Après, on a eu On ne décore pas les petites gens, un recueil de nouvelles. Après, il y a eu, comment ça s'appelle, La bienheureuse transition, une histoire sur Dieu. Dieu est fatigué de toutes les misères, de toutes les récriminations des humains. Et voilà, et il lance un appel d'offres pour sa succession. C'est évidemment une fiction. Après, il y a eu Hôtel Plaisir. Voilà. Hôtel Plaisir. Voilà. Donc, maintenant, il faut aussi dire que, vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes éditeur de formation. Donc, Tout vous à êtes fait. passé par L'ESTIC. par l'ESTIC. Oui, oui. Comment ça se passe pour que vous vous retrouvez à l'ESTIC? Mais vous savez, l'ESTIC a toujours besoin des professionnels. Moi, je fais partie de la première promotion des éditeurs formaux au Cameroun dans les années. Nous sommes entrés à l'école en 94, nous sommes sortis en 97. C'était la première fois qu'on parlait d'édition et donc de nouvelles filières parce que c'était pas seulement l'édition. Il y avait la documentation, les relations publiques, la publicité. Et je pense que ça faisait quatre nouvelles filières qui arrivaient et à côté de la traditionnelle filière journalistique qui était là. Donc c'était la première fois à l'ESTIC qu'on avait d'autres types de communicateurs qui arrivaient et donc nous on fait partie de cette première promotion et donc on est sorti en 97 et donc j'ai commencé à travailler. Et vous savez, avec l'expérience et tout ce qu'on a sur le terrain, bon, ça amène à un moment donné, on peut se tourner vers l'encadrement des jeunes qui arrivent, qui ont besoin de savoir comment on fait une mise en page, quel est le processus d'édition. C'est pour ça que depuis une dizaine d'années pratiquement, c'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'il a fallu quand même 10 ans de terrain avant qu'on me rappelle quand même. Donc après 10 ans de terrain, on m'a rappelé pour essayer d'encadrer les jeunes qui arrivaient. Tout à fait. Alors, avant peut-être de revenir sur votre vie d'enseignant, nous allons revenir sur votre vie, peut-être sur votre passé de responsable, responsable de maison d'édition. Vous avez été de 2007 à 2015 directeur général des éditions Ifriqiya. Tout à fait. On se souvient qu'à l'époque, les maisons rassemblaient trois maisons d'édition. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les trois maisons... vous n'aimez pas trop en parler, mais essayez de donner l'exclusivité, ou si on peut le dire, de l'info à ceux qui nous regardent. Bon, ben voilà, disons, il faut pour commencer dès le début, s'il faut dire comme ça, ben voilà, je commence à créer ma première maison. Disons, dès le début de ma formation en 98, à la fin de la formation en 98. Donc, j'ai créé les éditions Proximité en 2002. Mais avant 2002, j'ai travaillé au Poste universitaire de Yaoundé. Vous savez qu'il y a une maison d'édition installée à l'intérieur du campus de Yaoundé. Mais aujourd'hui, ça bat de l'aile, je ne sais pas si ça marche. Et donc, après 4 ou 5 ans, je juge que j'ai suffisamment d'expérience, n'est-ce pas? Je juge personnellement que j'ai suffisamment de potentiel pour créer ma première maison d'édition qui s'appelle Proximité, que j'ai créée en 2002 et qui va connaître de bons succès avec des auteurs comme Séverin, Cécile Abega, on va publier Les femmes ne portent pas le whisky, Pas de honte, des grands succès, voilà, qui vont lancer la maison. Et cette maison publie en moyenne 6 à 7 livres chaque année. Donc dans notre environnement, on peut dire que c'est une grosse maison, mais au niveau international, une maison qui fait 6, 7, moins de 10 livres, c'est vraiment une petite maison. Voilà, c'est des petites maisons. Ce n'est pas, voilà, parce qu'il y a des éditeurs qui font 100, 200, 300 livres par an. Et donc, quand vous êtes à 6 à 10, bon, c'est relativement aussi à notre contexte, c'est notre contexte littéraire. Donc, en 2007, avec un groupe d'amis, nous étions des amis, et nous sommes restés, malgré ce que peuvent croire les gens, donc nous décidons de mettre sur pied Ifriqiya. Et donc, je prends la première direction de 2007 à 2012, où je suis directeur. Après, on estime que ce n'est pas vraiment ma maison, ce n'est pas ma chose personnelle, et que je devais céder la tête. Et là, j'ai cédé la tête de 2012 à 2014, où je suis un peu adjoint. Bon, en 2014, à la suite... une assemblée un peu tumultueuse où on n'arrive pas à s'entendre. Extraordinaire ou ordinaire? Bon, extraordinaire, je préfère dire comme ça. Un peu tumultueuse où on n'arrive pas à s'entendre. Vous savez, l'édition, c'est la liberté. C'est un peu comme la créativité, on a besoin d'être libre. Je commence à me sentir un peu à l'étroit. Et voilà. J'ai l'impression que les choses ne vont plus toujours comme je vais. Et donc, vous n'avez plus la possibilité de... Peut-être que je suis indépendant, voilà. Peut-être que c'est mon caractère, forcément, d'une certaine indépendance. Et je me sens déjà confiné
à des tâches dont je préfère partir. Je pars dans des filles en 2014. Et quand je pars, je rentre à proximité qui n'était c'était pas. Je rentre, je Il faut relance peut-être proximité. préciser aussi qu'en ce moment, proximité fait partie Tout à fait. des 3 maisons qui constituent Ifriqiya. Tout à fait. Proximité est entrée et comme collection. Donc nous sommes une collection de la grosse maison qui est Ifriqiya. Et donc voilà, je décide de donner, voilà, de me retirer, redonner à son avec statut. Proximité, Voilà, avec proximité, avec moment. Et de redonner à cette maison son statut principal qui était une maison d'édition ouverte à toutes les collections. Alors que dans le groupe Ifriqiya, où nous avons fait 9 ans ensemble, il y a eu beaucoup d'ouvrages. Et Ifriqiya, vraiment, on faisait une quinzaine, 15, 20 livres chaque année. Et donc, ça a été une belle expérience qui a permis à Ifriqiya d'avoir ses lettres de noblesse aujourd'hui dans le monde, partout. Quand on parle d'édition, on parle d'Ifriqiya au Cameroun, on ne peut pas parler. Et donc, ben, vous savez, malgré moi, ben, les conditions sont telles que je ne me sens plus à l'aise. Bon, comme je suis peut-être un homme de défi, un homme de challenge, j'ai dit, ben, au lieu de rester là comme ça, où je vois peut-être que je vais essayer quelque chose de personnel. J'aime être libre, j'aime créer. L'édition est très proche de la création. Je ne fais que le dire, encourager des jeunes auteurs. Voilà, c'est mon métier. Je me dis, ben, voilà, j'ai travaillé pour Ifriqiya. Maintenant, apparemment, l'ambiance n'est plus très bonne. Ben, je vais partir. Vous savez, les hommes, parfois... Et quels sont devenus vos rapports avec ceux qui dirigent maintenant, peut-être ceux qui étaient là en ce moment et qui sont partis? Ben, les rapports sont bons. C'est vrai que lorsque je travaillais à Ifriqiya, je préfère le dire, je n'avais pas imaginé que je partirais un jour. C'était vraiment comme ma maison. J'avais travaillé, j'avais mis le meilleur de moi-même. Et donc, quand je partais, il y avait un peu une certaine frustration de n'être pas arrivé au bout de ce qu'on rêvait, de ne pas avoir construit cette grosse maison. Voilà, cette grosse maison que nous voulions africaine et qui était en train de se faire. Bon, voilà. Mais malheureusement, j'étais obligé de partir. C'était comme ça. Je préfère être moi-même ailleurs qu'un non-moi là-dedans, présent, qui peut-être... Un homme non indépendant. Voilà. Donc, je préfère partir comme ça. Bon, nos rapports sont bons, que ce soit M. Fumtim ou bien M. Awan. Nous sommes des amis. Bon, maintenant, la gestion a-t-elle été facile pendant votre passage? Ben, la gestion, vous savez, les maisons d'édition qui ne font pas du scolaire, voilà, qui ne font pas essentiellement du scolaire. Parce qu'il faut le dire, que ce soit proximité ou bien Ifriqiya, proximité que je dis aujourd'hui, nous ne faisons pas du scolaire. Et donc, vivre un éditeur qui vit de la littérature générale dans notre contexte, c'est très difficile. Parce que vous savez, les livres ne se vendent pas beaucoup, comme on le sait. Les parents n'achètent que le livre scolaire. Et donc, ça fait que lorsque vous faites du roman, de la fiction, pourtant des œuvres qui sont indispensables. Est-ce que lorsqu'on parle de littérature, on ne parle que des parents? Peut-être même les individus peuvent acheter. Oui, mais malheureusement, l'UNESCO et tous les grands organismes internationaux qui travaillent sur le livre savent que, en Afrique particulièrement, c'est l'inverse en Europe. Le livre scolaire est là où il y a le plus de ressources pour les éditeurs. C'est-à-dire un éditeur qui arrive à avoir 4 ou 5 livres au programme scolaire, comme ça vient de passer là, ceux qui ont pu les avoir, ça lui donne une certaine autonomie financière qui lui permet maintenant de faire des romans qui se vendent moins facilement. Bon, vous voyez, le livre scolaire, c'est parfois en dizaines de milliers d'exemplaires. Alors, lorsque je fais un roman, je vais le tirer, premier tirage, 500 ou 1000. Après, on peut retirer, mais vous constatez bien que, en plus, le livre scolaire, c'est un peu une contrainte pour le parent. Tous les parents veulent que leurs enfants réussissent et donc ils leur achètent des livres. Or, le roman, c'est un peu la littérature, c'est comme un luxe chez nous, mais c'est une mauvaise philosophie de la vie parce qu'on sait bien qu'un enfant qui termine son cursus sans avoir lu des romans autres, ceux qui sont écrits dans son programme, excusez-moi, il est un peu limité. Il est un peu limité en termes d'ouverture au monde, en termes de personnalité, en termes de construction même de soi. Donc, malheureusement, ici, c'est ça, on dit, ben, les parents n'ont pas d'argent, donc le livre scolaire, c'est la priorité. Mais dans d'autres pays, on sait bien que c'est le contraire. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre propre maison d'édition. Tout à fait. Quels sont les avantages et les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Même, si vous savez, c'est le même métier. Voilà, déjà, il a fallu recommencer en 2015, puisque je pars en fin 2014. Il fallait recommencer en 2015 avec reconquérir le marché. Vous savez, ça faisait près de 10 ans. De 2007 à 2014, 2008, 9 ans qu'on ne parlait plus vraiment de proximité comme maison. Il fallait recommencer toute la communication. Voilà, entre 2014 et pratiquement en 2018, est-ce que se désolidariser valait vraiment la peine?
Oui, je crois, en termes de liberté, en termes d'autonomie. Bon, moi, je dis, il ne faut pas toujours regarder les avantages peut-être financiers. On s'est dit peut-être dans l'Afrique que c'était une grosse maison. Voilà, il y avait, on pourrait avoir des partenaires, on aurait pu avoir des partenaires, on aurait pu aller plus loin, mais il y a moi d'abord. Moi qui suis un homme, bon, je me sens à l'aise, je continue mon travail tel que je l'aime. Je pense que c'est ça le plus important, hein. Voilà, l'argent, c'est pas tout, hein. L'argent, les moyens financiers, c'est pas tout, mais je suis à l'aise dans Vous mon corps. accordez une certaine importance au capital social. Voilà, voilà, je fais bien mon boulot. Et aujourd'hui, les premières années, comme je disais, étaient un peu difficiles. Mais aujourd'hui, des auteurs de renom nous refont confiance. Et Ndiomo et Benezen, Ndiomo, parmi tant d'autres professeurs, vous avez vu Amal, vous avez mis Max Le Bon, le temps de regarder. Voilà, voilà. Et tous ces auteurs nous font confiance. Et donc, et aujourd'hui, en 2015, on a commencé par 5 ou 6 livres, douloureusement, mais depuis 2 ans, on a dépassé la dizaine de livres chaque année. Ça veut dire que nous remontons Tout avec doucement. beaucoup de fiction et j'ai du plaisir à publier, à présenter à la presse camerounaise, au lectorat camerounais de nouveaux auteurs, parce que c'est ça mon métier et j'aime ça. Il faut peut-être rappeler ici que nous avons reçu deux de vos auteurs, Tout à fait. à savoir Franck Fouté et Franck Nessine, Fouté et Ernestine Bakou, voilà. sous votre permission peut-être. Oui. Donc c'est un plaisir de vous avoir ce soir sur votre plateau. Alors, les rapports avec vos auteurs, on se souvient que vous ne gardez pas beaucoup contact avec vos auteurs lorsque vous les avez publiés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais les auteurs sont d'abord mes amis, hein. La plupart du temps, ce sont mes amis. Mais peut-être contact, je ne sais pas, peut-être qu'ils pourraient se plaindre du manque de promotion. Ben, c'est pas seulement la faute de l'auteur, du manque de distribution. Mais pour que le livre soit distribué, c'est ça les problèmes d'édition au Cameroun, il faut bien qu'il y ait des libraires qui veulent le vendre. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour que le livre soit promu, il faut bien des messieurs ici comme ça pour faire la promotion de la littérature. Mais si nous n'allons pas, l'éditeur ne va pas forcer les médias à s'intéresser à la littérature. Parce que il faut le dire, l'une des grosses faiblesses aussi du marché du livre au Cameroun. Est-ce que l'éditeur en question vient vers les médias? Il doit le faire. Nous le faisons. Nous le faisons. Mais vous savez aussi qu'il y a Donc, certains. vous rencontrez une certaine opacité? Oui, vous savez aussi qu'il y a certains qui ne sont pas... vous savez, les médias du Cameroun, la majorité, peut-être je dirais 90%, sont le reflet aussi de la société dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire, un journaliste qui n'a pas appris à aimer les livres très tôt risque de ne pas les promouvoir. Et malheureusement, au niveau de la presse, au niveau des médias, de tous le grand corps des médias, il y a des journalistes comme ça qui ne s'intéressent pas aux livres et qui te disent mais le livre, ça n'intéresse pas les gens. Et donc, qui préfèrent donner au public ce que le public aime. Le public aime la musique du ventre, du bas-ventre, et on donne à ce public-là cette musique. Il faut peut-être préciser à ceux qui nous regardent que c'est le 21 juin. Voilà, c'est la fête de la musique. Voilà, je devrais faire attention. Le 21 juin, c'est la fête de la belle musique, de la bonne musique. On peut retrouver des livres sur la musique quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À l'époque où j'étais aux éditions Efiki avec mon collaborateur Joseph Fontim qui a fait un livre sur Zanzibar. Très intéressant, hein? Très intéressant. Actuellement, même j'ai fait, il y a moins de 2 semaines, 3 semaines, un livre sur une chorale Bassa, voilà, qui a fait un livre de musique sur une chorale Bassa. Voilà, tout à fait. Je connais une téléspectatrice. Voilà, Adna, qui est installée à Adna, qui a fait un très bon livre de musique en Bassa. Et c'est très bien, ça a été présenté il y a 2 semaines. Alors, y a-t-il suivi après édition? C'est-à-dire que lorsque les auteurs viennent après édition, y a-t-il un suivi? Il y a forcément un suivi. Parce que, comme vous le savez, nous ne faisons pas du compte d'auteur en tant que tel. Voilà, du compte d'auteur en tant que tel. Même s'il arrive, et je le dis, je préfère être honnête avec tout le monde, même s'il arrive qu'à un moment donné, la maison n'ait pas les ressources nécessaires pour financer entièrement le livre, mais la maison ne vit pas des subsides qu'apporte l'auteur. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, ça peut arriver que monsieur ici ait un bon livre et que la maison n'ait pas d'édition. Bon, on dit, voilà. et que la maison d'édition n'ait pas les moyens à ce moment précis. Parce que parfois, nous avons des programmes qui sont annuels, tu vois, un peu. On a bâti notre programme en fonction des ressources. Et donc, à ce moment-là, nous n'avons pas les moyens d'éditer votre livre. On dit, bon, voilà, l'imprimeur, parce que c'est ça qui pose problème la plupart du temps.
Il faut des moyens pour aller voir l'imprimeur qui est une personnalité indépendante, qui a son entreprise et qui veut être payé à la fin de son travail. Bon, l'imprimeur nous dit il faut tant. Bon, je dis à monsieur Aïs, bon, voilà, dans notre contexte, votre livre vraiment mérite d'être publié, mais nous, on n'a pas tous les moyens. Est-ce que vous ne pouvez pas donner la moitié, certaines sommes, mais nous, la moitié? Et donc, dès que le livre sort, nous vivons. Tout dépend d'un contrat. Voilà, nous faisons un contrat, effectivement. À ce moment, tout dépend. Nous ne vivons pas. Ça veut dire que nous ne vivons pas de votre argent qui va chez l'imprimeur. Nous tous, nous sommes obligés, et je pense que c'est une bonne stratégie, nous sommes obligés de nous mobiliser, toi et moi, pour faire la promotion. Parce qu'il faut bien le dire, l'éditeur ne fait pas la promotion sans son auteur. Il faut absolument. Et même on a constaté, parfois, je vais le dire, c'est vrai que le vrai contrat, c'est un compte d'éditeur, ça suppose que vous m'envoyez le livre et que je le finance entièrement. Mais nous avons eu des cas où, après un financement d'un livre, l'auteur ne se sent pas vraiment intéressé, s'est dit, ben, le contrat d'auteur me donne 10%, malheureusement. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Le livre est sorti, il a eu ses 3 ou 4 exemplaires qu'il a montré à ses amis, à sa famille ou bien à ses petits au quartier. Ben, c'est suffisant. Voilà, je suis un grand auteur et l'éditeur, je reste avec les stocks là. Maintenant, je commence à lui faire la cour pour qu'il vienne dans le soirée des dédicaces, pour qu'il se mobilise. Ça devient un autre problème. C'est-à-dire que même à la dédicace, il n'a pas cette ça ne l'intéresse plus. À partir du moment où, dans son milieu professionnel, dans son milieu relationnel, ses amis, voilà, je suis auteur, il a son livre là, installé au salon. Nous, on a investi de l'argent là. Voilà. Et en ce moment, vous, éditeur, comment vous vous comportez? Ben, c'est triste, c'est difficile à faire. Ça devient... On a eu des cas comme ça, ils sont nombreux. À ce moment-là, nous avons un stock de livres, là, nous avons 1000 livres qu'il faut absolument vendre pour rentrer dans nos fonds. Et l'auteur n'est pas disponible. Ici, 2 ou 3 fois, vous lui dites, ben voilà, on va se déplacer pour faire ceci. Et il te dit, je ne suis pas disponible, ou bien mon programme professionnel ne permet pas, vous comprenez que ça devient difficile. Et donc, vous avez perdu votre argent parce que vous ne pouvez pas parler au public comme éditeur. C'est l'auteur qui doit parler, c'est lui qui porte son projet. Nous, on a été l'accompagnateur. Si on vous comprend bien, il y a plus de risques à prendre en étant éditeur qu'en étant auteur. Bien sûr, bien sûr. C'est l'éditeur qui, normalement, devait prendre tous ces risques-là, effectivement. Et vous voyez bien, toute la communication, c'est vrai que la maison d'édition anti-profit, mais toute la communication au sein du livre met toujours en avant l'auteur. Voilà. Donc, l'auteur, il est la première personne, et sans lui, la promotion d'un ouvrage est vraiment très difficile. Alors, maintenant, nous allons attaquer peut-être un sujet délicat pour sortir de ce sujet, pour sortir de cette thématique de l'édition. Tout à fait. Qui protège le livre à la sauce Sinatra? Est-ce l'auteur ou l'éditeur? Le manuscrit est protégé par l'auteur. Donc, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre le manuscrit qui appartient à l'auteur, c'est-à-dire, monsieur, ici, vous avez votre manuscrit, là, vous avez écrit ou bien tapuscrit, saisi à la machine, vous devez faire la démarche de le déposer à la sauce Sinatra. Ça, c'est bien. Mais lorsque le livre paraît, le livre est protégé par l'éditeur. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Et en ce moment, que deviennent les questions du droit d'auteur? Voilà, les questions de droit d'auteur sont de 2 niveaux. Voilà. Le premier droit en termes de vente des livres, c'est géré entre l'auteur et l'éditeur. C'est-à-dire que nous avons fait 1000 copies que nous allons vendre en ville. Donc, à chaque moment, nous avons organisé notre répartition. L'éditeur a tel pourcentage, l'auteur a tel pourcentage. Ça, c'est pour les ventes de copies. Mais maintenant, les droits que gère la société de répartition, c'est les droits de représentation publique. L'auteur qui vient à la télévision, l'auteur qui va dans une représentation publique, l'auteur qui soit dans Cameroun Tribune ou bien dans Mutation, ou bien dans un autre journal. Et dans ce droit-là, ce n'est pas l'éditeur qui les gère. Donc, c'est à ce moment que la société intervient, n'est-ce pas? Parce qu'on appelle ça les droits de représentation publique. L'auteur a fait des prestations publiques. Il est passé dans une émission radio, télévision, ou bien dans un journal. Il a animé un journal ou bien un média particulier, et donc il y a une rémunération. À la régie d'antenne, on a noté qu'il est passé dans telle émission à telle là, vous comprenez, donc ça donne des droits. Et donc ces droits, c'est les sociétés de droit qui les recouvrent et qui les reversent à l'auteur. Et il y a une partie aussi à l'éditeur, parce que c'est bien reparti. Bon, mais maintenant, il y a des auteurs qui se plaignent qu'ils auraient publié aux éditions Ifriqiya lorsque vous y étiez directeur et même à proximité plus tard, et qui n'ont jamais reçu le moindre per diem. Comment vous expliquez ça? Qu'ils viennent me voir, qu'ils n'aillent pas sur les médias, n'est-ce pas? La meilleure chose, c'est qu'ils viennent me voir. Peut-être si l'auteur vient, les droits que nous gérons avec les auteurs, c'est des livres vendus, n'est-ce pas? Si le livre ne se vend pas, il n'a pas de droit. J'ai dit bien que je gère des droits les droits de vente, la copie privée. Bon, si la copie n'est pas vendue,
ben, vous risquez de ne pas avoir de droit. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de venir aux éditions proximité, me rencontrer, ou bien si c'est un contentieux qui a un défi et que je suis responsable de venir me voir, on va se rapprocher de monsieur Awana et on va voir l'état du stock, l'état du stock, n'est-ce pas? Et on va voir ce qui a été vendu et ce qui n'a pas été vendu. Ce qui est vendu, on lui donnera ses droits. Je crois que nous voulons, quand nous voulons vivre dans un paysage particulier, c'est ça, il faut être transparent. Si on commence à faire des choses comme ça, ou bien si les gens disent des choses comme ça, ben, autant qu'ils viennent me voir, je vis à Yaoundé. Voilà. Malheureusement. Vos bureaux sont à Yaoundé. Voilà, nos bureaux sont à Yaoundé. Donc, s'ils se plaignent, ben, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à venir me voir. D'accord. Nous allons donc essayer de présenter ces quelques ouvrages, des ouvrages phares de la maison proximité. C'est vrai que nous avons souhaité avoir vos ouvrages à vous. On retient au passage, par exemple, le cimetière Bachelier. Tout à fait. On pourra revenir dessus. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure. On ne décope pas des petits gens. Vous avez cité un certain nombre d'ouvrages que vous avez rédigés de vos propres mains. Mais essayons de présenter des ouvrages phares. Des ouvrages phares des éditions Proximité. Nous avons cet ouvrage de Hassan Abrahim, Les Blancs arrivent. C'est un récit griotique. C'est vrai que lorsqu'on parle de griot, on pense à un certain personnage au Cameroun qui serait aujourd'hui un certain ministre. Mais bon, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous avons ce deuxième ouvrage de Mounial, Les larmes de la patience. C'est un roman. De Djali Amadou Amal. Djali Amadou Amal, qui aura sorti un autre ouvrage plus tard, qui a été présenté même au salon. Oui, ça c'est le troisième. Avant, il y a eu Walandé, et après, il y a eu Missirijo. Walandé lui a donné une certaine reconnaissance internationale qui a été traduite. Voilà. Préciser que c'est un best-of. Voilà, et nous avons cet ouvrage de Max Lobé qu'on ne présente plus. Confidence, c'est un roman aussi. Où peut-on trouver ces ouvrages? Dans les bonnes librairies de la ville, voilà, librairie Peuple Noir. Les bonnes librairies, on pense beaucoup plus à la librairie des Peuples Noirs, tout à fait, qui apparemment est votre partenaire. Tout à fait, vous pouvez trouver tous ces ouvrages là-bas. À la librairie Saint-Paul aussi, la librairie Clé, malheureusement, elle a fermé, même si les éditions Clé vivent encore, mais la librairie Clé n'existe pas. Mais à Yaoundé, on peut les trouver dans... Tous ces ouvrages-là sont disponibles à la librairie Peuple Noir. D'accord, on va peut-être ajouter à ces ouvrages qui nous sont présentés ce soir, des ouvrages qui sont des auteurs qui sont passés par cette émission. On parle de ce jour que je n'oublierai jamais de Frankfurter. Tout à fait. On parle de Ernestine Mbakou. Tout à fait. Que nous avons reçu ici à cette émission sous votre couvert. Alors, nous allons entrer dans votre vie artistique, votre vie d'écriture. On remarque votre diversité dans l'écriture, mais surtout dans le roman et la nouvelle. Tout à fait. Pourquoi ce choix? Mais vous savez, les gens, c'est en fonction de ses sentiments, c'est en fonction de ce qu'on ressent. Comment puis-je dire ça? C'est en fonction de ses facilités. Bon, moi, j'écris beaucoup plus facilement une nouvelle qu'un roman. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans la prose. Je ne sais pas, peut-être que je ferais de la poésie, mais je ne suis pas poète. Je suis tenté de vous demander comment vous arrivez à la littérature. Vous êtes éditeur de formation. Tout à fait. Lorsque vous êtes à l'université, je ne sais pas si vous avez des études, mais comment vous faites pour arriver à la littérature? Ben, je risque de dire comme tout le monde qu'on arrive à la littérature en commençant à lire très tôt déjà. Voilà, ça c'est la première chose. Dans beaucoup de lectures, et donc c'est une construction très petit. Les bandes dessinées, je les dévorais déjà. Malheureusement, je risque de dire comme tout le monde. Voilà, des bandes dessinées, après on arrive au SAS, voilà, qu'on dévore quand on est dans les classes secondes premières. Et après on constate très vite que ce genre de littérature, ça c'est Marc Bolan et tout ça là, c'est la même histoire raconter. Après on change, on migre vers des littératures beaucoup plus mûres. Et on s'est dit, ben voilà, à un moment donné, on commence par la poésie. J'ai commencé par écrire des courts poèmes, après des nouvelles. Ben, le déclic avec l'écriture, c'est vraiment... Vous avez fait tous les genres littéraires? Ouais, j'ai commencé par la poésie. Mes premiers textes, c'est de la poésie. Mais après, je ne suis pas resté longtemps. Après, des nouvelles. Pourquoi ce dégoût? Ben, je ne sais pas. Peut-être que je ne me sentais pas très à l'aise. Peut-être que ça ne portait pas forcément l'engagement que je voulais. Je ne sais pas, que je souhaitais. Peut-être que je trouvais le poème étroit, peut-être fermé.
Donc voilà, après, je migre vers la prose, c'est-à-dire la nouvelle et le roman. Les premiers textes même sont des nouvelles. Je commence à écrire des textes courts. Après, je passe Ah, vous les avez publiés? la plus, on ne décore pas les petites gens, c'est tout un ensemble de ces textes-là. Voilà, oui, il y en avait 13 là, de cette période de mon enfance jusqu'à. Donc je les ai gardés. C'est vraiment un peu le résumé de tout ça là, qui a été publié. Où retrouve-t-on cet ensemble À la d'ouvrages? librairie Peuple Noir, vous trouverez mes ouvrages, ils sont là. D'accord. Alors, il faut rappeler ici que nous avons été captivés par un certain nombre d'ouvrages, particulièrement le cimetière de Bachelier. Vous dénoncez un certain nombre, vous dénoncez un ensemble de mots, Tout à fait. d'art qui minent notre société. Était-ce vrai, ces mots? Oui, je crois qu'ils le sont encore. Bon, apparemment, vu l'intérêt que le public a porté au roman et continue de lui porter, moi je crois que ça existe encore. Bon, voilà, le cimetière, c'est quoi? C'est l'histoire d'un jeune qui arrive à 17 ans à l'université. J'ai voulu qu'il soit vraiment très jeune, 17 ans, et qui est génie dans son lycée, premier, toujours premier, mais qui se casse la gueule un peu. Et donc je pose la question, mais est-ce normal? Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un vrai cimetière, hein, surtout la faculté de sciences. Où, C'est plus le cas maintenant? ben, ceux qui sont là pourront témoigner, moi, je ne sais pas, mais je sais que des gens continuent de se plaider. Vous n'êtes pas en relation avec ceux qui sont là maintenant? Je ne peux pas parler à la place, malheureusement. Je pense que, mais si Mais le est-ce que roman, les témoignages ne les vous en- témoignages concordent, quand même, continuent de dire que ça continue d'être un échec anormal. Mais moi, je trouve quand même qu'à notre temps, c'était exagérément très, très difficile. Parce que pour la petite histoire, dans ma classe de terminale D, nous étions 29 à avoir eu le bac D. Voilà, donc des jeunes qui ont entre 19 et 20, 21 ans, très jeunes, voilà. Et donc, nous, on s'inscrit en SN pour faire la faculté des sciences. À cette époque-là, on fait la science naturelle, les sciences naturelles, comme on peut. Ouais, SN, ça s'appelle les sciences naturelles. Et donc, sur les 29, il y a eu une seule licence après 6 ans. Donc, Sur 29. voilà, vous comprenez qu'il y a un problème. Et donc, ce problème-là, le cimetière pose vraiment ce problème. C'est un problème sérieux. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que les gars peuvent se casser la gueule comme ça? Pourquoi des jeunes gens apparemment intelligents, puisqu'ils ont eu le bac entre 19 et 20, 21 ans, peuvent se casser la gueule avec autant de facilité? Ça veut dire que quelque part, il y a un problème. Vous estimez que la situation est la même? Plus d'une décennie plus tard? Je crois qu'elle n'a pas fondamentalement changé malgré l'ouverture de nouvelles universités. Après, on a ouvert de nouvelles universités. Ngoïkele n'était plus la seule université, mais les mots sont là encore. Hein. Les mots sont là. Et les mots de l'université ne sont pas seulement les mots camerounais. Hein. On a l'impression que l'université a mal un peu. Est-ce que l'université, la question fondamentale du cimetière, c'est est-ce que l'université est préparée pour accueillir autant de monde? C'est ça le problème. Et si elle n'est pas préparée pour accueillir autant de monde... On parle aujourd'hui de près de 60 000 étudiants. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que notre tissu social, parce que c'est une question fondamentale. Qu'est-ce que notre tissu social fait? Est-ce que notre tissu social est prêt à accueillir ces 60 000 au bout de leur formation? Est-ce que les formations qui y sont dispensées sont adaptées à leur insertion professionnelle? Si on n'a pas résolu ces problèmes-là, alors les gens vont continuer à aller là-bas et se casser la gueule. On vous dit, bon voilà, vous entrez 4 000 en première année et il y a 500 places en deuxième année. Mais pourquoi prendre 4 000 en première année si on sait qu'on n'en prendra que 500 en deuxième année? Mais il y a un réel problème. Ça fait 3 500 qui vont se casser la gueule comme un autre. Mais c'est des jeunes Camerounais qui auraient bien pu être utiles. Certains en sortent mépris. Voilà, et qui ne sont pas faibles. Certains en sortent mépris et, comment puis-je dire, ils en sortent vraiment mépris et découragés à vie. Mais est-ce que la libéralisation de l'enseignement privé n'est pas venue résoudre ce problème? Non, je ne crois pas. Ça ne résout pas forcément le problème parce que ça ne résout pas forcément le problème. Parce que le problème, c'est pas au niveau de l'université, c'est au niveau... Le mal est beaucoup plus profond. Le mal est beaucoup plus profond parce que lorsque tu vois notre système éducatif avec autant de... Là, nous parlons de la faculté des sciences, mais allez voir les amphis pléthoriques qui sont à Yaoundé 2 à Soie, voilà, voilà, ou qui font droit et tout ça. Est-ce que la question qu'on devait se poser, c'est est-ce que notre tissu social a besoin de tant de juristes? Est-ce que notre tissu social peut les intégrer? Que deviennent-ils? Voilà, que deviennent-ils après? Bon, si on n'a pas résolu, je pense que si on résout ce problème, si on répond
C'est-à-dire si les Camerounais, n'est-ce pas, entièrement répondent de façon consciencieuse à cette question, est-ce que c'est les gars qui entrent dans notre filière, il y a des perspectives pour eux. Alors, ça peut nous permettre de revenir et de voir comment organiser la formation peut-être à des niveaux inférieurs, c'est-à-dire au niveau du lycée, voilà, au niveau du lycée, et avec des formations qui seraient beaucoup plus pratiques et peut-être diplômantes, je ne sais pas quoi. D'accord. Je voudrais qu'on revienne sur votre écriture en général. Tout à fait. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos écrits? On connaît l'éducation. On est décore par les petits gens. Tout à fait. On parle des cimetières de Bachelet. Nous parlions de ça tout à l'heure. Oui. Quels sont les thèmes que vous abordez? Ben, je pense que l'un de mes thèmes principaux, c'est vraiment l'éducation et peut-être la formation. Bon, parce que là, ce ne sont pas Innocence perdue déjà. Innocence perdue, qui est mon récit d'enfance. Je parle de l'éducation dans une école catholique à l'époque, avec la religion, une certaine orthodoxie. Il fallait entrer à l'école, on priait. Vous savez, peut-être vous n'avez pas fait ça dans les écoles catholiques. On entre à 7h30, on prie. À 11h30, quand on sort, on prie. Nous, on faisait une pause de 2 heures, on revient à 14h, on prie. On est obligé d'être à la messe. Si tu n'es pas à la messe, tu es fruité le lendemain. Le lendemain, ben, je dénonce un peu ça. Et quand je vois, et ça avec le fouet, peut-être, ben, je ne sais pas si le fouet est encore adapté aujourd'hui, mais avec le fouet, ça faisait quand même des gens qui étaient plus ou moins droits lorsqu'ils arrivaient au lycée. Mais ça, c'était déjà l'éducation. Donc, je pleurais un peu, comment puis-je dire, cette période-là. Après, le cimetière aussi, c'est des problèmes d'éducation. Après, Bayam Salam, là, c'est des problèmes beaucoup plus sociaux, la conjoncture économique. Qu'est-ce que avec vous inspirez sur Bayam Salam? Bayam Salam, déjà, il faut le dire, ma maman a fait un peu ce métier-là, c'est-à-dire vendeuse de vivres, voilà. Et donc, je me suis rapproché d'elle parce qu'il y a des moments où je l'accompagnais pour voir un peu comment ça se passait. Et donc, à un moment donné, j'ai bien voulu écrire Bayam Salam. Voilà, c'est cet environnement que je maîtrisais un peu, le marché. Bon, on a l'impression que les auteurs ne sont pas loin du journalisme d'enquête. Oui, tout à fait. Au niveau des thématiques, c'est pas très différent. Voilà, la plupart des thématiques, on ne les invente pas. Mais maintenant, au niveau dans la quête de l'information, c'est pas différent. Oui, aussi dans la quête, mais maintenant dans le style. Voilà, c'est dans le style que la différence va se faire. Après, il y a eu dans Bayam Salam. Après, il y a eu On décore par les petites gens qui vous ai dit un ensemble, un recueil de nouvelles. Et là, de quoi parlez-vous dans On décore par les petites gens? C'est un ensemble de nouvelles sur la transition. Bon, il y a beaucoup d'histoires entre l'Afrique traditionnelle et l'Afrique moderne. Voilà, aujourd'hui, où les gens croient en Dieu, mais tout en étant sorciers, ça crée, voilà. C'est-à-dire, c'est des phénomènes qui sont apparemment incompréhensibles. Vous arrivez dans un village apparemment normal, mais où il y a des pratiques de sorcellerie qui sont avérées, et vous voyez des gens qui, normalement, ne devaient pas penser à ça et qui y croient forcément. Voilà. Et donc, ça cause un certain nombre de problèmes sur notre identité, même la migration qui s'est faite de nos traditions vers la chrétienté, vers le catholicisme, le protestantisme, tout ça là. Est-ce qu'elle a réussi? Est-ce que les gens ne se sont pas arrêtés, ils sont à mi-chemin entre les deux cultures, c'est-à-dire une culture ancestrale qu'ils n'ont vraiment pas complètement abandonnée, et donc ils exploitent les mauvais côtés, parce que la sorcellerie, ce n'était pas le bon côté de cette culture, et de l'autre côté, ils veulent être chrétiens en faisant semblant, et chrétien le jour, marabout la nuit, ça pose un nombre de problèmes d'équilibre sur cette société-là. Alors, nous allons peut-être sortir de là, mais on constate que les auteurs ne sortent pas beaucoup, et pourtant il y a des plateformes littéraires à travers le monde. Comment comprendre ce phénomène? C'est-à-dire au niveau de la distribution, au niveau de la promotion et tout ça. Ouais, ben, déjà, il faut comprendre que c'est des enjeux. C'est des enjeux. Et aujourd'hui, heureusement, avec, comment puis-je dire, avec Internet et tout ça, là, bon voilà, chaque maison d'édition a un site maintenant où ça peut être visible, mais il ne suffit pas d'avoir un site encore. Encore faut-il travailler pour que les gens viennent vers ces sites déjà. Mais ça s'est beaucoup amélioré. À l'époque du livre papier, c'était vraiment très difficile. Parce que autant le livre... Donc, avec le livre numérique, ça change? Ça change quand même un peu, parce qu'à partir du moment où vous avez un site déjà, n'est-ce pas? Et même s'il y a une publication en papier, mais cette publication est disponible sur le média international et elle peut être lue. Alors qu'avec le livre papier, c'était très compliqué, n'est-ce pas? Autant il est facile de faire venir un livre d'Europe pour ici, autant nous avons toutes les difficultés du monde à vendre nos livres à l'extérieur. Vous savez, la littérature, c'est aussi, il y a des problèmes, c'est une guerre culturelle, voilà. Il y a une domination qui vient comme dans les médias, vous êtes un homme de médias, vous savez bien. Et voilà, le livre fait partie donc de cet ensemble-là. Et donc, il y a une domination, c'est-à-dire le livre vient très facilement
Nous avons entré dans nos bibliothèques aujourd'hui, vous allez voir que 75, 80, 90% sont des livres étrangers, mais nous les éditeurs, c'est difficile. Même de façon légale, avec les accords de Florence et tout, pour faire entrer le livre là-bas chez eux, c'est très compliqué. Mais on est quand même tenté de vous poser la question, à qui sont adressées les invitations pour ces plateformes internationales? Est-ce aux auteurs ou aux éditeurs? Ben, les invitations pour les plateformes, c'est tout le monde, hein, la plupart du temps. Moi, je pense que l'éditeur peut communiquer, n'est-ce pas, sur cette plateforme. Les auteurs aussi. Il y a des auteurs aujourd'hui qui ont tous d'abord. La plupart des auteurs aujourd'hui, comme les maisons d'édition, la page Facebook, on a quand même, Twitter. Par exemple, votre dernière sortie avec Amal. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle a été invitée ou c'est vous qui l'avez sous votre aile? À partir du moment où le livre a un certain succès, déjà, il faut dire que le roman d'Amal Wallandé, L'art de partager un mari, a eu un grand succès. Ce roman a gagné un prix, le prix de la Fondation Prince Claus. Il a été traduit en arabe pour le Liban et la Tunisie. Ça, c'est difficile que ça arrive dans notre contexte. C'est-à-dire un roman édité localement au Cameroun et qui est traduit dans d'autres langues, qui gagne des prix pour d'autres pays. Nous avons vendu des droits pour le Sénégal, nous avons vendu des droits pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, au Sénégal, même ils veulent traduire ça en Wolof. Et donc, c'est vraiment un grand succès. Donc, mais la démarche, c'est une démarche d'éditeur, en principe. Mais il n'est pas exclu que l'auteur, par ses relations aussi, puisse faire le travail de promotion. D'accord. Maintenant, s'il arrivait que l'auteur soit invité sans que l'éditeur ne soit au courant, quels sont les critères de sélection? Ça arrive très régulièrement, d'ailleurs. Voilà, la plupart du temps, lorsqu'on veut parler du livre, il n'y a pas mieux que l'auteur pour présenter son ouvrage. Hein. Voilà, donc les auteurs... L'éditeur n'est qu'un accompagnateur. Voilà, à ce moment-là, l'éditeur ne vient qu'un accompagnateur. Quand c'est l'éditeur, la plupart du temps, les éditeurs viennent dans les salons où ils vont présenter l'étendue de leur production. Mais lorsqu'on a besoin vraiment de quelqu'un qui parle d'un ouvrage particulier et qui peut en parler avec assurance, c'est l'auteur qu'on va inviter. Mais donc, si vous avez d'écrire à nouveau, vous, en tant qu'auteur, rencontrerez-vous les mêmes problèmes que... rencontrez-vous les mêmes difficultés sur le plan de l'édition qu'un auteur inconnu, peut-être anonyme, voilà, qui n'a pas la pratique du milieu. Voilà, il faut déjà dire que je continue d'écrire. Sur le plan de la promotion et de la diffusion. Voilà, je continue d'écrire, mais le gros problème avec moi, comme auteur-éditeur, c'est justement, vous avez constaté que je n'ai pas mes livres ici sur le plateau. Voilà, vous l'avez constaté. Dans les auteurs se plaignent, le temps qu'on me consacre comme éditeur, c'est le temps que je devrais faire là pour leur promotion, vous comprenez un peu. Donc, je parle très peu de moi. Et donc, à un moment donné, on peut se trouver en difficulté de se vancer toi-même. Voilà. Comme on dit, on ne parle pas de soi. Et donc, ça peut être un frein. Mais moi, je ne veux pas étouffer cette partie de moi qui est d'écrire. On a l'impression que vous mettez plus votre CV d'éditeur avant. Oui, je préfère passer parce que ça touche. Ouais, mais ça touche un large, ça touche un large public. Hein, ça touche un large public. En tant qu'éditeur, je représente aujourd'hui peut-être une centaine d'auteurs. Voilà. Et il faut que lorsque je vais dans des médias, vous voyez que je présente tous ces auteurs-là. Donc, je ne suis pas là pour parler de moi seulement. Mais je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir comme auteur parce que je continue d'écrire, parce que je me dis, c'est un exemple que j'aime souvent prendre, on me dit, mais lorsque tu es sur un plateau, tu parles beaucoup de toi. J'ai dit non, parce que le pain qu'on vend, lorsque vous achetez un bon pain, une bonne galette, vous n'avez pas envie de savoir. Voilà, on s'en fout de savoir si c'est le même qui a mélangé la pâte ou c'est le même qui a tourné la farine et tout ça. Là. Donc, on veut voir si c'est un bon pain. Si mes romans sont bons et qu'ils plaisent, bon, ils plairont aux gens. S'ils ne plaisent pas, tant pis. Mais j'ai refait mon travail, c'est-à-dire d'expression, de liberté et de moi-même, c'est-à-dire m'exprimer moi-même. D'accord. Alors, nous allons sortir de cette émission. Malheureusement, je n'ai pas vu le temps passer. Mais ces derniers temps, on parle beaucoup d'une association, l'association des Fous du Livre, qui organise d'ailleurs ces prochains jours une semaine du livre. Avez-vous déjà parlé? J'ai entendu parler de l'association des Fous du Livre. Déjà, la promotrice... Marie-Betty Mawam, je crois bien qu'il s'agit d'elle. Voilà, elle m'a contacté. Et elle a même publié chez moi lorsque j'étais aux éditions Afrique. On a fait un voilà, donc je la connais bien. Je crois, les coulisses. De l'Eldorado. Voilà, vous avez une bonne mémoire. Vous êtes un bon lecteur. Nous l'avons reçu ici. Tout à fait. Bien avant. Alors, que pensez-vous d'une telle initiative?
Moi, je trouve que toutes les initiatives qui font la promotion du livre sont très bonnes. Voilà, il faut parler du livre, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, une association qui relève le travail des éditeurs, des auteurs Tout et à fait, d'autres tout à fait. auteurs, d'autres acteurs De la chaîne du livre. l'industrie du livre. Tout à fait. Vous pensez que c'est une... C'est très important dans notre environnement où on parle très peu du livre. Sortez, nous parlions des librairies. Effectivement. Combien de librairies, de bonnes librairies à Yaoundé? Est-ce qu'il en existe encore? C'est ça le problème, il n'y en a presque plus. Dès que vous aurez compté la librairie Peuple Noir, Saint-Paul, mais ça peut seulement en train de fermer, peut-être des feuilles chantées. Après, vous constatez qu'il n'y a presque plus rien. On parle... On dit, d'ailleurs, il y a cet adage qui le dit que lorsque vous voulez cacher quelque chose, il faut le mettre dans le livre. Vous pensez véritablement que cet adage est vérifié? C'est vérifié dans la mesure où nous ne lisons pas parce que c'est dans notre sang, nous ne lisons pas parce que nous ne sommes pas formés à la lecture. Le lecteur se forme dès le bas âge, vous le savez, n'est-ce pas? Déjà, il faut commencer à offrir pour que les enfants s'intéressent à la littérature. Dès le bas âge, ils commencent par des livres images, ou ils ne savent même pas encore lire, mais dans d'autres sociétés, on commence à leur donner... Est-ce qu'un événement tel que la semaine du livre, où on parle des comptes, des lecteurs et un certain nombre d'activités qui sont annoncées, est-ce que ce serait... C'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative de rapprocher les gens du livre. Les gens sont très proches d'autres plaisirs. Prenez cette rue qui est juste nôtre, comptez le nombre de bars que vous trouverez. Effectivement, voilà. Et surtout nous sommes en pleine période. Voilà, voilà. Mais après, ils vous diront le livre de 5000 francs coûte cher. Alors que le livre de 5000 francs, c'est pour la vie, mais la bière qu'il boit, chaque jour, on ne sait pas combien de bière il peut boire. Et puis, ils vous disent, non, votre livre coûte cher. Mais cher, ben, je ne sais pas. Mais maintenant, est-ce que vous ne pensez pas véritablement que le livre au Cameroun, un livre de 15 000, est-ce qu'un Camerounais peut se procurer un livre de 15 000? La plupart du temps, à 15 000, ça veut dire que c'est des livres qui sortent d'ailleurs. Les livres chez nous, que ce soit aux éditions Africa ou aux éditions Proximité, les livres les plus chers dépassent rarement 5 000 francs. Passe rarement 5 000 francs. Confidence de Max Lobé, qui est une édition qui coûte 15 000 ou 20 000 francs en Europe, mais c'est vendu à 5 000 francs. Mounial, c'est 5 000 francs. Hassan Abrahim, les Blancs arrivent, c'est 4 000 francs. Donc le livre ne coûte pas cher. D'accord. Bon, il nous reste à peine 5 minutes. Nous allons entrer dans vos préférences, si vous le voulez bien. Votre livre de chevet? Black Boy de Richard Wright, que j'ai beaucoup aimé depuis. Voilà, Black Boy de Richard Wright. Voilà. Alors, le livre et l'auteur qui vous a marqué? Mongo Betty. Mongo Betty, Le pauvre Christ de Bomba, je trouve que c'est l'un de ses meilleurs romans. Le pauvre Christ de Bomba de Mongo Betty. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et pour moi, pour les auteurs locaux, c'est vraiment le meilleur. Et que faites-vous en dehors de l'édition? Enseignement, bien sûr. C'est toute ma vie, hein. Mais en dehors de ça, j'aime le sport. Voilà. J'ai fait un peu de sport. À un moment donné, j'ai même pensé à être un peu footballeur, mais apparemment, je n'ai pas eu tout le talent. Donc, tu peux constater que je suis les matchs. Même si vous avez le talent, est-ce que vous serez prêt à laisser l'édition, la littérature? À ce moment-là, vous savez, on le fait quand on est très jeune et on joue au football quand on est très jeune. Peut-être que j'aurais joué et après, passé l'âge de 30 ans, je serais revenu. Voilà. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, je continue de faire du sport. Je fais du 2 euros, je joue au football dans le 2 euros. J'imagine qu'actuellement, au moment où on parle, vous êtes très attaché à cette Coupe du Monde de football. Bien sûr. J'ai vu le dernier match de la France tout à l'heure. Voilà. Merci du sacrifice que vous avez fait pour répondre présent à cette énième production de littérature. Nous vous remercions de votre présence. C'est vrai que nous avions souhaité que vos ouvrages soient représentés ici. Comment on peut faire pour les avoir? Les ouvrages, comme je vous disais, notre librairie partenaire, c'est la librairie Peuple Noir. Voilà, on y va. Ou bien alors, des gens, ils peuvent vous demander mon contact. Bon, allez sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, peut-être pour sortir, comment on fait pour publier un ouvrage aux éditions Proximité? Bon, vous envoyez le manuscrit. Nous le lisons dans 2 semaines, 3 semaines au plus tard. On vous répond sur la qualité. Et on vous propose un contrat. On les envoie par où? Email. Vous pouvez, si vous êtes à Yaoundé, l'idéal serait d'envoyer le support papier. Oui, vous m'appelez, soit moi, soit un de mes collaborateurs. Mais si vous êtes loin de Yaoundé,
nous recevons par mail si vous êtes loin de Yaoundé. Mais si vous êtes à Yaoundé, vous envoyez le manuscrit. Dans 2 ou 3 semaines, on vous aura répondu sur la qualité, n'est-ce pas? Et après, si nous le jugeons publiable, on évolue vers un contrat. D'accord. Bon, je suis tenté de vous poser la question. On se trouve l'édition Africa et comment entrer en Proximité, contact. l'édition proximité. Proximité et comment Voilà. entrer en contact avec eux. Voilà, nous sommes installés avant le collège Monti. Voilà, sur la route, vous voyez Yaoundé Fou, là, avant le collège Monti. Donc, nous sommes quelque part là, avant le collège Monti. Merci d'avoir répondu présent à notre énième production de littérature. Nous espérons vous avoir, peut-être pas vous, mais vos auteurs aux Tout à prochaines fait. éditions et Tout à fait. peut-être vous avoir aussi au cours de cette semaine qui s'annonce, la semaine de Fujiliu. J'imagine que vous êtes déjà au courant puisque vous êtes en collaboration avec le coordonnateur national de l'association Les Fujiliers. Merci d'avoir répondu présent. On rappelle que vous deviez être avec nous une semaine déjà, Tout à mais fait. les conditions n'auront pas permis. Merci d'avoir répondu présent. Merci de votre disponibilité. Merci à vous d'avoir regardé cette énième production de littérature sur Canal 7 Harmonie. Merci de rester fidèle aux productions ou aux émissions de Canal 7 Harmonie. Nous vous disons merci et bonsoir. Retrouvons-nous jeudi prochain à la même heure. Bonsoir et bonne semaine à tous.